Donc David Grugeon, donc moi je suis directeur du programme santé à domicile de la Poste Santé Autonomie. Je suis par ailleurs cofondateur de Tikia qui construit des modèles de régulation appliqués de l'IA dans le domaine de la santé. Et j'avais eu l'honneur de déjà échanger, travailler avec l'URPS Nouvelle-Aquitaine, qui est vraiment en avance de phase parmi les URPS au plan national sur ces sujets d'intelligence artificielle en santé. Alors, ce sommet est un moment important. Moi, je retiens deux éléments. Le premier, c'est cette tonalité d'appeler les acteurs à se préparer à l'entrée en vigueur du règlement européen sur l'IA, qui va commencer dès le mois d'août pour l'IA générative, à le faire dans une tonalité de management du risque, c'est-à-dire non pas de conformité bloquante, mais de régulation et de management du risque associé à l'IA. C'est le sens des méthodologies que l'on porte avec Ethikia. Et puis par ailleurs, Yannick Noder, le ministre de la Santé, le dernier jour du sommet, a présenté les bases d'une stratégie nationale sur IA et santé qui doit être préparée d'ici cet été et qui est orientée, je sais que c'est un sujet important pour l'URPS, sur l'IA d'accès aux soins, d'accès à la prévention, le rapprochement des diagnostics de spécialité des territoires et notamment des territoires en tension de démographie médicale, en positionnant les acteurs de la médecine libérale comme des acteurs de premier cran pour la diffusion de l'IA en santé. Donc ça a été, oui, effectivement, une étape importante. Oui, on dispose d'atouts. On a des équipes de recherche et de production algorithmique qui sont vraiment au premier rang mondial. On dispose d'une volonté des pouvoirs publics d'accompagner ce mouvement. Nous avons, alors là, contrairement au Royaume-Uni, hein, qui a quitté l'Union européenne, le cadre du règlement européen sur l'IA, qui établit aussi un cadre de protection du marché européen. Après, les atouts qu'il faut que l'on développe encore ou que l'on approfondisse, c'est la capacité de mise à l'échelle des acteurs de l'IA en santé. Et on voit qu'il y a là un levier important, intéressant dans ce challenge prévention et intelligence artificielle qui a été déclenché par l'Agence de l'innovation en santé et la Banque publique d'investissement, qui va permettre de sélectionner des projets avec une orientation vraiment sur l'IA de prévention et d'accès aux soins. C'est ce que nous appelions de nos voeux dans le rapport que l'on avait publié avec Terra Nova et Tikia au mois de juillet 2024, en soulignant la nécessité de mieux orienter les réflexions sur le réel de la prévention et de l'accès aux soins. Et il va falloir par ailleurs construire des modèles médico-économiques durables de diffusion de cette innovation. Et il faut saluer l'initiative prise par la CNAM, qui a déclenché sur la base des annonces faites dans son rapport chargé produit pour 2025 le premier programme national IA et ECG, premier programme de mise à l'échelle en cardiologie avec un protocole qui embarquera toutes les équipes de médecine libérale, collège de médecine générale, cardiologues. Donc il est temps de prendre ce mouvement et il faut se dire que le temps est compté puisque c'est une compétition mondialisée. Et nous avons par ailleurs un chantier tout à fait prioritaire. Alors, c'est ce qu'on fait côté La Poste, l'IA générative de synthèse du dossier médical. La capacité à produire des éléments de synthèse permettant, par exemple, de produire des lettres de liaison ville-hôpital, mais de synthétiser une documentation médicale complexe sous la forme d'un résumé de patient. Donc ça se diffuse à l'hôpital en ville et dans les projets stratégiques de souveraineté à mettre en œuvre, il y a l'application d'outils de ce type sur le TMP si on veut que, après l'avoir renseigné et alimenté en données, il soit vraiment utilisé en pratique très courante pour les professionnels de santé. Alors, c'est une idée très simple, c'est que le Comité national éthique avait posé, en fait, dès son avis 129 en 2018. Moi, j'avais la chance de co-diriger ces travaux préparatoires avec Claude Kirchner, le président du comité d'éthique d'INRIA, qui est basé en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est de l'idée que le risque éthique le plus grand, vu tout ce que l'IA peut amener en augmentation de la qualité de la prise en charge, d'accès aux soins, de qualité du dépistage, cancer du sein, cancer du côlon, que le premier risque éthique
de l'IA en santé, ce serait de la bloquer. Donc, il faut avoir un esprit d'ouverture à l'innovation, réguler en s'ouvrant, plutôt que de chercher le cadre de réglementation pur et parfait qui aurait pour effet très contre-productif, en fait, d'encourager paradoxalement l'importation de systèmes conçus hors de nos frontières. Donc, il faut vraiment avoir cette logique et en gardant les professionnels de santé au cœur du dispositif. C'est le sens de ce principe de garantie humaine de l'IA qui est maintenant au cœur du règlement européen sur l'IA, c'est l'article 14-26 qui va s'appliquer à tous les systèmes d'IA en santé. En tout cas, il y a là aussi clairement un domaine d'action tout à fait prioritaire qui est qu'il faut bien faire comprendre à tous que la médecine de ville est non pas seconde dans l'IA, mais réellement à l'avant-garde. D'abord dans l'avant-garde des usages, parce que demain, les médecins généralistes et les professionnels de santé, y compris les professionnels paramédicaux en délégation de compétences, vont avoir des systèmes d'IA de pré-check de spécialité entre leurs mains sous contrôle médical, le cas échéant à distance du spécialiste, et que ça va ouvrir de nouvelles voies d'accès à l'innovation. Donc, il faut vraiment les considérer comme des acteurs centraux dans la diffusion de l'IA et par ailleurs, sans doute, trouver les voies et moyens permettant de mieux les embarquer dans les dispositifs de production de ces systèmes et notamment de management par les données. Parce que c'est vrai que les entrepôts de données de santé qui se constituent aujourd'hui sont peut-être un peu trop hospitalo-centrés. Il va falloir trouver les modalités de mieux collecter, traiter ces données de santé en ville et qui constituent évidemment, pour autant qu'elles soient mises en œuvre dans des cadres de confiance et de souveraineté, des éléments très précieux pour accélérer le développement de l'IA en santé. Alors, il y a deux éléments. La formation, vous l'avez mentionné, Yannick Neuder a annoncé que, dans une de ses annonces fortes de sa stratégie IA, que tous les professionnels de santé seraient formés à l'IA en formation initiale. Il faut évidemment le faire également aussi en formation continue. L'idée pas étant pas d'en faire des algorithmiciens, mais qui connaissent les cas d'usage, les enjeux de régulation, les impacts sur les métiers. Et par ailleurs, sur l'aspect tout à fait pratique, et je suis vraiment convaincu, on est convaincu avec Dominique Pont que la Poste a un rôle à jouer dans cette optique. Il va falloir créer l'outil d'aide à l'acheminement de ces systèmes d'IA entre les mains des médecins, que des systèmes sous garantie humaine labellisés puissent être facilement accessibles à ces médecins dans le réel de leur pratique et que par ailleurs soient mis en œuvre les dispositifs permettant d'assurer un contrôle médical de spécialistes à distance dans le cadre de protocoles établis par les sociétés savantes, la Haute Autorité de Santé, pour garantir une IA sous garantie humaine de confiance accessible dans les territoires ruraux notamment. Et je pense qu'il va falloir faire des choix de priorité et se centrer sur quelques cas d'usage qui sont au départ simples à manier en parallèle à ces travaux plus infrastructurels sur les systèmes d'information en santé. Et à vrai dire, on a toutes les cartes en main pour les mettre en œuvre. Vous voyez par exemple au Portugal, vous avez déjà sur échelle nationale des systèmes d'IA sur smartphone entre les mains des infirmiers libéraux qui vont en ville faire des prises de photos pour un pré-check du mélanome avec un contrôle humain à distance par le dermatologue. Oui, ce sont des briques en fait techniques très simples. Il faut juste les agencer, les rendre accessibles et surtout les insérer dans l'ancrage territorial, le lien avec le médecin traitant et l'articulation avec les CPTS et notre organisation sur le terrain avec les professionnels de santé. Et je dirais qu'elle offre plein d'opportunités d'amélioration de la pratique médicale, à la fois, je le disais, dans le renforcement des accès à des outils de diagnostic de spécialité qui n'étaient pas forcément accessibles aux généralistes jusqu'ici, que ça va permettre de faire gagner du temps, notamment les outils de synthèse de consultation, de synthèse de dossier médical, et que il faut par ailleurs avoir une exigence
qui se rapproche de très près des exigences de la déontologie médicale, de souveraineté et d'éthique dans la distribution de ces outils. C'est ce qu'on cherche à faire avec Etiquia en mettant en œuvre une labellisation de ces outils qui a fait l'objet d'une reconnaissance importante par la délégation en numérique du ministère de la Santé. Il faut créer ce cadre de confiance si on veut que nos professionnels et donc nos patients aient confiance dans le déploiement de ces outils qui vont permettre d'aller améliorer les conditions de qualité et de sécurité des soins. Alors, c'est quelque chose que l'on regarde de près. On travaille très en proximité avec France Asso Santé, qui vient de publier une analyse vraiment très, très remarquable sur le déploiement des en santé. On voit que nos concitoyens sont en demande de ces outils et ils en mesurent le potentiel très concrètement, mais ils souhaitent que ces outils soient insérés dans la relation avec les professionnels de santé sur le terrain. Donc, c'est ça un peu aussi un des enjeux de la garantie humaine, permettre le déploiement de ces outils dans des processus de dialogue permettant de non pas se substituer, mais d'enrichir le colloque singulier entre le médecin et son patient. La synthèse du dossier médical Ouais. et la production d'outils de correspondance avec l'hôpital. Là, on voit que ça va devenir une pratique standard sûrement dans les 18 mois qui viennent.